Bonsoir et bienvenue à cette soirée de l'éducation physique et sportive numéro 5. C'est quoi ce cirque? Alors, une balle lancée dans les airs qui disparaît. Une élève sur les mains avance pendant que l'autre est perché sur un gros ballon. C'est ça le cirque à l'école? Et qu'est-ce que les élèves apprennent dans une leçon d'éducation physique et sportive des arts du cirque à l'école? Si les jeux sportifs étaient déjà subversifs dans le monde de l'école, la création artistique l'est tout autant. L'école accepte progressivement dans ses murs une activité qui a encore du mal à trouver sa place, si ce n'est à la marge. Difficultés professionnelles ou matérielles, quels sont les freins de l'enseignement du cirque à l'école? Le processus de création artistique, mis récemment en avant dans le nouveau programme, a du mal à se mettre en place. Comment mettre mes élèves en création? Est-ce que je peux leur apprendre des techniques du corps ou est-ce que je dois leur apprendre des techniques du corps ou un processus de création? C'est quoi ce cirque à l'école? Avec nous ce soir, pour en parler, plusieurs invités que je remercie. Émilie Salamero, qui est maître de conférence à la faculté des sciences et du sport de Toulouse. Clément Dumest, professeur de PS à l'Académie de Bordeaux. Paul Gouéry, professeur de PS à l'Académie de Créteil. Clara Donati, aussi professeur de PS aussi à l'Académie de Créteil. Et Delphin Tissier, qui est professeur de PS et qui est aussi formateur au STAPS de Dijon, dont nous avons vu en tout début de soirée des étudiants présenter une chorégraphie. Alors, avant de commencer la soirée cirque, nous avons une première rubrique qui est l'actualité de l'éducation physique et sportive. Merci Angelco d'être présent avec nous dans cette soirée de l'éducation physique. Alors, j'aimerais te demander comme première question de cette soirée, qu'est-ce qui se passe en éducation physique et sportive aujourd'hui? Eh bien, Bruno, bonsoir tout d'abord. Bonsoir. Je vais parler un peu fort parce que, puisque je mets mon son, alors on me dit de mettre mon son à moi, excusez-moi. Voilà, j'ai mis mon micro, donc je vais parler moins fort. Si ça ne marche pas, vous le direz. Bien, donc, Bruno, avant d'aborder les questions de l'EPS de manière spécifique, je ne peux pas ne pas dire quelques mots au nom du SNEP-FSU concernant la guerre en Ukraine. Le SNEP-FSU condamne l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, car il s'agit d'une violation du droit international. Évidemment, nous pensons aux premiers touchés par cette guerre que sont les populations civiles. Alors, selon les valeurs qui fondent notre syndicalisme, le SNEP-FSU se positionne en réaffirmant son attachement à la paix dans le monde. Puis, les solidarités multiples doivent être mises en place, notamment l'accueil des réfugiés et leur scolarisation pour les jeunes en âge de l'être, puisque dans notre orientation internationaliste, le SNEP-FSU a toujours réclamé l'accueil et la scolarisation de tous les jeunes, quel que soit leur pays d'origine. Retrouver la paix par les négociations, par la diplomatie, nous semble être la priorité absolue. Et le SNEP-FSU appelle l'ensemble des collègues, mais évidemment et au-delà, à participer aux rassemblements pour la paix qui sont organisés un peu partout dans notre pays. Merci. Alors, pour poursuivre un peu sur l'actualité française, donc bientôt des élections présidentielles vont se profiler. Le candidat Macron, le ministre de l'Éducation nationale, a présenté son nouveau programme d'éducation. Le collège est en une place très importante. Et d'autres candidats aussi ont présenté des réformes semblables du point de vue de l'éducation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce tour d'horizon actuel? Bien sûr. Alors, de façon évidemment, juste avec quelques exemples pour illustrer. D'abord, je dirais que le SNEP-FSU a saisi l'ensemble des candidats par un courrier, une demande de rencontre, d'échange. À ce stade, nous n'avons pas eu beaucoup d'échanges. La République en marche a reçu le SNEP. Nous avons eu une réponse du Parti communiste français et nous avons relancé l'ensemble des candidats et leurs mouvements politiques. Nous les avons saisis évidemment sur la base de nos propositions et notamment au centre les 4 heures d'éducation physique et sportive que nous portons depuis le début de l'année scolaire à travers l'ensemble des actions que nous menons. Quelques exemples. Dans le programme du candidat Macron, par exemple, on trouve les idées comme la primarisation du collège à travers une école du socle, le recrutement des enseignants
en dehors des disciplines et surtout en dehors du concours, la bivalence ou la polyvalence des enseignants. Par ailleurs, la continuité et l'entretien de la confusion entre l'éducation physique et sportive et le monde sportif extrascolaire, avec toujours cette vieille idée que d'autres que nous pourraient enseigner le PS mieux. Peut-être un dernier mot sur un autre programme, celui de Valérie Pécresse, qui veut créer une filière spéciale dès la 6e pour les élèves perturbateurs. Elle propose des établissements publics sous contrat, maîtres de leur programme, recrutant et évaluant eux-mêmes leurs enseignants. Bon, vous comprenez qu'on est en dehors du cadre actuel qui est celui des services publics, du service public d'éducation, appuyé notamment sur la fonction publique comme la garantie d'un service public pour la réussite de tous. Évidemment, le SNEP-FSU s'oppose à ce genre de mesures. Dans le paysage de l'action syndicale, nous avons le 17 mars qui se profile. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette action du 17 mars? Avant d'aborder le 17 mars, juste un mot dans l'actualité, ça vient de tomber aujourd'hui, sur la question des mutations des enseignants. Le résultat que nous observons, c'est que les barres lors du mouvement interacadémique augmentent considérablement. Alors, évidemment, plus ou moins selon les académies, mais elles augmentent. Les causes, je vais en extraire deux. La première, ce sont les suppressions de postes. Lorsqu'on supprime des postes, on augmente les barres d'entrée dans les académies et on diminue le nombre de mutations. La deuxième raison, c'est l'affectation sur tout le territoire des professeurs stagiaires à temps plein. Là encore, le SNEP-FSU continue à porter la création massive des emplois sur 50 500 postes et l'affectation des professeurs stagiaires sur mi-temps. Alors, pour finir, pour répondre à ta question concernant l'action du 17 mars, c'est la prochaine action programmée. Vous l'aurez compris que les raisons de se mobiliser ne manquent pas. Le SNEP-FSU, avec la FSU et l'intersyndicale, appelle à la grève et à la participation massive aux manifestations de ce jour. Je vais donner pour finir trois points de ce que nous revendiquons, à savoir une revalorisation générale des grilles et des carrières, maintenant, par l'ouverture des négociations, ce qui est une des voies pour garantir l'attractivité de notre métier. Deuxièmement, un plan de revalorisation immédiat pour le point d'indice afin de contrer l'inflation et rattraper les pertes subies par les enseignants. Et enfin, la résorption, en ce lendemain de la journée du 8 mars, la résorption de tous les facteurs d'inégalité salariale et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Pour nous, l'égalité, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Merci Delco, bonne soirée. Nous allons donc continuer sur la soirée C'est quoi ce cirque? Alors, nous percevons les présentations que l'on peut voir dans les spectacles des élèves, deux tendances. À la fois une dimension très poétique et qui cultive le sensible, le regard sur le monde, le regard sur soi, sur les autres. Et de l'autre côté, des représentations qui vont être sur l'exploit, l'extraordinaire, la liberté des contraintes. Certains, dans le monde du cirque, disent c'est le waouh, si je ne me trompe pas. Les circassiens en parlent souvent. Sans opposer les deux, nous percevons une tendance que l'on retrouve aussi en danse, entre la dimension de l'exécution du mouvement et de l'expression d'un propos. Cette mise en tension a toujours un appauvrissement du réel, un côté un peu binaire qui affaiblit finalement la création. Pour essayer de redonner du relief avec nous, deux professeurs de PS passionnés de cirque, pratiquants, ont accepté ce soir de partager avec nous leur pratique et je les remercie vivement. Alors Clément Dumès, qui est professeur de PS à l'Académie de Bordeaux, bonsoir Clément et merci beaucoup d'avoir accepté ce soir d'être avec nous. Et Delphin Tissier, qui est aussi professeur de PS et qui est de l'Académie de Dijon, qui est aussi formateur au STAPS. Mais je crois que Clément aussi, tu es formateur aussi au STAPS de Bordeaux en partie. Et je te remercie aussi Delphin d'avoir accepté d'être avec nous au pied levé un peu au dernier moment et d'avoir partagé aussi les créations de tes étudiants qu'on pourra ce soir voir toute la soirée. Merci beaucoup de ta présence et de ta disponibilité pour préparer cette soirée. Alors ma première question un petit peu à tous les deux que j'aimerais vous poser, c'est finalement, c'est quoi ce cirque à l'école? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu déterminant
qu'au moins 2 cycles, je dis 2 cycles, parce que dans le meilleur des cas, on va dire que sur une scolarité, les élèves vont faire un cycle en collège, allez 2 peut-être, et un en lycée. Alors 2, 3 cycles, 2 cycles mettent au cœur de leur étude le processus de création. Est-ce que pour vous, finalement, qu'est-ce que vous auriez envie de dire autour de cette question-là? Alors, pour commencer, Clément, peut-être, si tu veux bien te lancer. Bonsoir à tous, merci Bruno, merci toute l'équipe de nous donner l'occasion de parler de cirque ce soir. Bon, je vais essayer de partager un peu mes expériences et mes réflexions. C'est vrai que ce cirque-là, c'est beaucoup de choses dans les images, dans les pratiques. On dit à l'école les arts du cirque. Hein, on agrémente un peu ce terme-là en rajoutant cette dimension artistique parce qu'elle n'est pas toujours visible au premier coup d'œil. Il y a beaucoup de choses dans le cirque, d'ailleurs, qu'on ne peut pas faire venir à l'école. Hein. Bon, c'est le cas dans plein d'autres activités physiques. Hein. En rugby, on ne fait pas tout le rugby dans son cours de PS. Enfin, bon, ça, c'est un peu une évidence. Du coup, il faut aller chercher ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer dans les arts du cirque. Et ce sont bien les arts du cirque qui sont convoqués dans les programmes de PS. Finalement, c'est malgré tout assez récent, hein, même si c'est quand même déjà installé depuis un bon moment. C'est arrivé quand même à un moment où le cirque, dans les spectacles, on va dire dans le monde culturel, ont pris quand même un certain virage vers plus de création, plus d'originalité, plus de messages, une dimension, on y reviendra ce soir j'imagine, mais une dimension, on va dire, vraiment artistique autour de la communication, de l'expression, de la recherche de création. C'est donc vraiment cet élément du cirque qui nous intéresse en EPS. Alors, on parle de cirque de création, on parle aussi de cirque de tradition, tu l'as dit, hein, en faisant la différence entre cet aspect technique de la prouesse qu'on pourrait ranger vraiment d'un côté du cirque, et elle en fait réellement partie, et le côté, tu as dit, les termes poétiques, sensibles, d'un autre côté, où on pourrait mettre un pôle vraiment créatif, sachant que ce sont deux dimensions du cirque qui coexistent, hein, et que les artistes vivent vraiment de la même manière. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a une opportunité pédagogique avec les activités artistiques qui nous permettent, et c'est quasiment le seul endroit où on va pouvoir proposer une activité qui est en dehors de critères, en dehors de compétition, et qui propose justement une pratique vraiment à part. On pourrait faire du cirque très technique, très traditionnel, très dans la reproduction de formes. Ça existe dans certains milieux. En revanche, ce qui n'existe pas, c'est les compétitions de cirque. Et si on recherche une référence culturelle, même si on voulait faire une compétition de cirque, on ne pourrait pas. Parce qu'on ne pourrait pas trouver les critères qui nous permettraient de juger et ni même de comparer deux productions qui auraient des formes forcément très différentes. Je suis peut-être un petit peu long, mais je voudrais juste, puisque rebondir sur le terme « waouh » que tu as utilisé, que Bruno Armangol a utilisé, mais bon, ça a été repris aussi par beaucoup d'autres, dont Mathieu Ruffin. Qu'est-ce que c'est ce waouh qu'on va chercher dans le cirque, peut-être un peu plus que dans la danse? Et bien, en fait, derrière, c'est l'idée de prouesse. Et la prouesse, elle peut se situer à plusieurs endroits. Donc, on va essayer d'inciter nos élèves à aller chercher la prouesse. Alors, moi, je vois 5 facteurs principaux à la prouesse. D'abord, tout ce qui est le côté acrobatique. Et ça, on a l'habitude, hein, en tant qu'enseignant de PS, de le manipuler, chercher l'auteur, chercher la rotation, chercher le renversement. Il y a aussi toutes les notions autour de l'équilibre. Hein, chercher un équilibre avec un polygone de sustentation le plus réduit, avec une plus grande précision, avec aussi la recherche de l'instabilité, hein, parce que les artistes de cirque, ils se nourrissent de cette
Stabilité, j'en ai une dans mon langage. Il y a aussi la prouesse par rapport à la vitesse, hein, la ralentir ou l'accélérer, la mettre en rythme, la mettre en déplacement, et puis tout ce qui est autour de l'extraordinaire, hein, de la transgression, et de la complexité qu'on peut se mettre en rajoutant des contraintes pour aller vers l'impossible. Voilà pour un petit trait d'horizon. C'est quoi ce cirque? Effectivement, bonsoir à tous et merci de l'invitation. Je vais pas répéter ce qu'a dit très justement Clément. Peut-être moi, ce qui m'interroge et ce qui fait un peu l'évolution de cette activité au sein de nos formations et au sein de l'école, c'est un peu son évolution, et c'est bien que ce soit l'enjeu de ce soir, vers un côté plus artistique. Et ce waouh qui, quand il est sorti, ou ce côté prouesse, était vraiment orienté sur cette prouesse technique. Moi, je suis de plus en plus persuadé qu'il peut être maintenant de la prouesse aussi artistique, et que parfois on n'a pas besoin de rechercher l'exploit technique dans ce waouh. Ce waouh peut être la façon de faire un geste, de faire un mouvement, qui parfois s'apparente à une technique circassienne un peu référencée, mais souvent s'apparente juste à une manière de faire le geste, de faire le mouvement. Et c'est un peu ce que j'avais sur cette diapo un peu des balances. C'est cette double dimension qu'on a au niveau de la quatrième diapo. C'est cette double dimension qui nous permet de jouer, nous, enseignants, sur les dimensions à différents moments et qui vont amener différents types de cirque. Effectivement, à la base, on a tendance, et c'est rassurant quand on est des anciens sportifs, techniciens dans nos activités, de s'orienter vers la technique. Et là, ça peut déjà être un frein, puisqu'à un moment, il faut être assez compétent pour donner des techniques dans tout un tas d'activités et essayer de s'en contenter, mais ça fera pas forcément le job artistique, puisque l'enfant n'a pas le temps de se libérer de la pression attentionnelle de toute cette technique pour amener l'artistique. Et puis on peut aller dans une autre dimension à un moment donné, c'est de se dire bon ben la technique on laisse un peu tomber, on se contentera d'utiliser une seule balle, une pomme, ce qu'on veut, au lieu d'essayer d'aller vers de la motricité à 3 objets. Et par contre, on essaiera de le faire en utilisant des inducteurs, des composantes du mouvement, des procédés chorégraphiques. Et l'effet waouh, on pourra le trouver tout autant. Ça, on le trouve un peu aujourd'hui, même dans nos références culturelles. On va pouvoir aller voir des spectacles où l'artistique va primer très largement, et peut-être nous, techniciens, on peut sortir avec une frustration de connaître ces artistes et de voir qu'ils n'ont rien fait sur scène, mais on ressort avec une impression de waouh artistique. Et à l'inverse, on peut aller, c'est ce qui correspondait un peu au cirque traditionnel ou néo-traditionnel, ou encore un peu au Cirque du Soleil, ce côté où la technique est tellement impressionnante et prédominante qu'on n'y va pas pour rechercher une dimension artistique évoluée, ou en tout cas le waouh viendra par ce 7 balles, ce 8 balles. Et voilà. Après, la question qui se pose, et c'est pour ça que art du cirque à l'école, ça a toute sa résonance, c'est que je suis persuadé qu'il est beaucoup plus facile et efficace d'aller vers un waouh artistique avec nos élèves que de les emmener vers un waouh technique au vu du peu de temps, au vu du peu de leçons qu'on va avoir, même sur 2, 3 séquences d'apprentissage. Donc la défense de ce waouh qui peut être artistique, c'est une vraie clé pour permettre d'amener le but de l'activité, qui est de produire des effets chez des spectateurs. Là, le but du jeu, c'est ce que disait Clément, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de gagnant. Les seuls vainqueurs, c'est quand on arrive à susciter une émotion chez nos camarades de classe, chez l'enseignant, dans le collège, etc. Dans le collège, dans le lycée. Donc voilà, c'est un peu cette bataille, cette évolution qui doit se tendre, je pense, pour continuer à défendre le cirque, qui sera de plus en plus dans ce champ d'apprentissage 3, aux côtés de la danse, par rapport à la gym, qui reste une activité codifiée. On peut y vivre les mêmes expériences acrobatiques, mais le but du jeu ne sera pas du tout le même, quoi. Donc voilà, en guise d'introduction, ce que je pouvais vous en dire, en essayant de ne pas me répéter. Donc l'idée de départ, donc c'est cette illustration d'un procédé, enfin d'une construction en tout cas artistique,
c'est sur un retour de stage professionnel où on a travaillé sur la chute et ça nous a amené des idées, en tout cas un inducteur principal. Et là, l'idée de cette vidéo, c'est de montrer comment, à partir d'une idée toute bête, on va pouvoir structurer et qu'est-ce qui va rester pour aller vers un numéro de cirque, en tout cas une prestation dans les du cirque. Donc là, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est une situation vraiment de départ que tout le monde doit faire ou faire vivre ou connaître. C'est marcher en se déplaçant sur des perpendiculaires uniquement et on a ajouté un signal qui provoque la chute chez nos élèves. Et donc à partir de là, on va juste, continuer d'enrichir. Ça, c'est un premier passage. Et l'idée, si tu veux lancer la deuxième vidéo, cette deuxième vidéo, on va avoir en comparaison le final qui est sur scène et 3 moments de cette création pour essayer d'en ressortir les éléments qui sont restés, les permanences et surtout ce qui a pu être transformé facilement pour qu'une situation très basique de marche à différentes vitesses devienne un tableau autour d'un thème, ce qu'on appelle une exploration autour du thème, qui est une façon de poser un numéro. Nous ne sommes pas des artistes. Dans notre formation, même si on touche à ces activités artistiques, on ne l'est pas tout à fait comme le sont d'ailleurs nos collègues en art plastique ou en éducation musicale. Mais on nous demande de l'enseigner. Alors, moi, j'en suis ravi. Je sais que certains collègues, ça les inquiète un peu. Et pour enseigner une activité artistique, il faut s'en faire une certaine idée. Voilà. Alors, comme c'est un peu difficile à définir, eh ben, il faut quand même se donner des jalons. Voilà. Alors moi, autour de l'activité artistique, j'en vois 2 qui sont importants, 3 même. Le premier, c'est l'expression. Donc, il faut essayer de mettre l'élève dans une activité où il va pouvoir exprimer ce qu'il est lui-même à l'intérieur. Alors, on n'est pas obligé d'aller chercher des choses très compliquées. Il faut juste que les propositions que lui va faire, il va les faire avec son corps, avec son tempérament, avec ses envies, avec ce dont il a envie de partager avec les autres. C'est un domaine de l'expression. Delphin en parlait tout à l'heure, il y a des inducteurs pour déclencher tout ça, il y a des objets, des rapports aux objets qui vont déclencher un peu de matière, chacun un petit peu à sa hauteur, à sa dimension, avec ses préoccupations. La deuxième phase, la deuxième composante qui est importante, c'est celle de création. Alors, il n'y a pas de création que dans les activités artistiques. Il y en a dans d'autres activités. On peut inventer des choses dans plein d'autres activités. Mais là, l'idée en cirque, c'est quand même créer quelque chose qui n'existait pas avant. Il y a derrière ça l'idée de la première mondiale, l'idée de la chose qui n'a été jamais vue, soit parce qu'on pensait que c'était impossible physiquement, si on rejoint la technique, soit parce que c'était a priori inimaginable. Personne n'avait pensé pouvoir faire quelque chose de ce type-là. Inventer un agrès, inventer une nouvelle discipline de cirque ou un média d'expression. Ça peut être aussi, tu l'as dit, dans la dimension poétique, quelque chose qu'on n'arrive pas à dire avec les mots habituels et donc on est obligé de faire des reconstructions poétiques pour faire passer un message ou quelque chose de très original. On est dans la dimension là de la création de ce qui n'existait pas avant. Et enfin, la dernière composante, c'est celle de la communication. Tout ça, cette expression et cette création, elle est faite dans le spectacle vivant. Elle est faite pour être partagée. Ça veut dire que si je crée quelque chose dans mon coin et que je ne le partage jamais, même pas en la filmant, même pas en me regardant dans un miroir ou en le montrant à quelqu'un, le processus de création, il ne sera pas tout à fait complet. Alors, je ne sais pas si Fabrice peut envoyer le tableau qui est peut-être un peu complexe comme ça d'un bloc. C'est le tableau sur lequel je me réfère autour de ces 3 composantes que j'ai déclinées. Alors,
il faut savoir que sur EduSchool, il y a aussi une proposition en 6 parties du processus de création artistique qui est intéressante. Mais on va dire que je l'ai fait un peu à ma sauce aussi pour qu'elle fonctionne. Et donc, moi, je vois 6 étapes également. Ces 6 étapes, alors il y en a 2 qui sont de l'ordre de l'expression, c'est-à-dire les sources d'inspiration. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme source d'inspiration? C'est assez simple, hein, on va aller chercher celles que les circassiens utilisent. Des objets, des thématiques du cirque, des images, des œuvres. Vraiment, tout peut servir d'inducteur. On va utiliser aussi les objets du cirque ou des objets qui peuvent prêter au cirque. On appelle ça des médiums en art. Quel est le moyen par lequel on va s'exprimer? Certains préféreront écrire un livre avec un stylo, d'autres danser, d'autres chanter. Ben là, le médium, ça va être les familles de cirque. Et puis dans la création, les 2 étapes, ben, il y a bien sûr celle de l'invention. Et on va rejoindre l'idée de technique. C'est là où moi, je m'en sors avec mes élèves et avec mon enseignement, avec cette idée de technique. Qu'est-ce qu'il y a à transmettre? C'est qu'il existe des techniques de création. Alors, elles sont un peu d'ordre méthodologique, mais quand on les applique au corps, au mouvement, à l'élan, etc., eh bien, on arrive à avoir une technique de création qui est corporelle, qui est dans le mouvement, qui est dans l'action. On parle à ce stade aussi de composition. La composition, en réalité, c'est dans quel ordre on va mettre tous les éléments du spectacle, d'accord, avec une idée derrière la tête, hein, c'est de l'organisation. Et enfin, en ce qui concerne la communication, il y a 2 notions essentielles, celle du propos, de l'intention. Qu'est-ce que ça va raconter? Qu'est-ce que ça va dire, hein? Alors, ça ne dit pas forcément quelque chose de très clair, de très linéaire, de très théâtral, en tout cas pour le théâtre classique qui avait une unité de temps, etc. Mais ça raconte toujours quelque chose, hein. Quand vous voyez quelqu'un passer devant vous dans la rue en marchant, vous pouvez déjà vous raconter beaucoup de choses avec sa posture, sa vitesse, son attitude, son corps, ses gestes. Et là-dedans, il y a beaucoup de choses à aller chercher chez nos adolescents, aller s'observer, se faire observer, discuter de comment ça se passe, comment tu te déplaces, comment tu proposes, qu'est-ce que ça nous raconte à nous. Là, c'est très utile, notamment avec le travail de chorégraphe. Et puis, ça, c'est plus rare en EPS, je vais terminer là-dessus. Il y a toute la question de scénographie. On n'a pas toujours beaucoup de moyens pour travailler ça, mais malgré tout, choisir quelle musique on va utiliser pour accompagner notre propos, notre projet, peut-être mettre des éléments de costume ou d'accessoires, ou comment on gère l'espace, ou tout simplement où on place nos spectateurs. Tout ça, c'est de la scénographie et ça dit quelque chose, ça boucle notre processus de création. Voilà. Merci Clément. Alors justement, ce que tu viens de nous dire, on le rendra disponible pour nos auditeurs et puis on l'enverra aussi à l'ensemble des personnes pour justement qu'ils puissent continuer et revenir sur ta présentation en ayant les quelques axes clés que tu as donnés. Alors, on vous redonnera peut-être la parole plus tard dans la soirée, mais c'est vrai que tous les deux, vous êtes 2 collègues, on pourrait dire, experts de l'activité. Et parfois, pour certains enseignants débutants, cela peut faire peur en se disant, bon, d'accord, mais on voit là qu'ils ont quand même du bagage, du vécu, mais moi qui voudrais me lancer dans l'activité, ça sera beaucoup plus difficile. Et alors, on a voulu solliciter une équipe qui a essayé, à partir de formation, à partir d'une réflexion, de se lancer dans ce processus de création artistique. Et on a ce soir avec nous Clara qui a bravé la ville de Paris, qui a fait une chute en vélo, mais qui est quand même venue, et on la remercie pour cet exploit d'avoir réussi malgré tout à venir, en espérant que c'est pas trop fait mal. Donc Clara, la question que je voulais te poser, c'était votre équipe. Donc toi, tu es du collège, dans un collège au Lila, et vous avez mis en œuvre tout un processus ensemble pour vous lancer dans la création artistique en cirque, en disant que c'était possible, y compris pour des non-spécialistes, des gens qui débutent dans le métier, d'oser franchir le pas et de se lancer
dans un enseignement du cirque avec une dimension, on pourrait dire, artistique finalement dans le processus. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que vous avez mis en place? Bonjour à tous. Déjà, merci Bruno pour l'invitation. Moi, je vais vous parler juste un peu voilà, de mon expérience d'équipe. Je suis néo-titulaire depuis 2 ans dans l'Académie de Créteil et on s'est lancé en équipe cette année sur une nouvelle approche du cirque en EPS avec mes collègues. Donc moi, j'ai été formée dans l'Académie de Montpellier où j'ai eu la chance de rencontrer Bruno Armengol et Sylvie Toulouse qui m'ont fait découvrir en fait une approche du cirque autant du détournement d'objets et que je remercie. Donc je suis arrivée il y a 2 ans dans l'Académie de Créteil au collège Marie Curie au Lilas et j'ai rencontré une équipe qui faisait en fait du cirque en 3e centré sur un pôle plutôt acrobatique. L'équipe, elle s'est inspirée du spectacle Backbone de la compagnie Gravity. Et donc, en fait, le travail, il était axé beaucoup sur des acrobaties, des portées-mains, des portées-colonnes et des équilibres. Et il y avait des niveaux d'acquisition dans les différentes figures acrobatiques. Et en fait, le wow était produit par des procédés de composition où on faisait des portées-colonnes à l'unisson, on faisait justement des équilibres en même temps en cascade. Et donc, le côté artistique était là-dessus. Et le cirque était comme ça rassurait aussi l'équipe. Ensuite, il y a eu le confinement et ça nous a permis du coup de trouver une nouvelle réflexion sur le cirque. Et on s'est lancé dans cette approche du détournement d'objets. Chez nous, le cycle, qui est programmé en 3e. Donc, on fait des cycles de 12 séances et on a décidé de partir sur la thématique des équilibres, déséquilibres pour garder un peu de ce qu'ils faisaient avant. Et on est parti sur l'utilisation d'objets du quotidien qu'on va détourner. Donc, on prend des bancs de classe, on prend le plinthe qu'on a en gymnastique, on prend des chaises de classe aussi, des pneus et on a trouvé aussi des tourets d'électricité. Donc, c'est que des matériaux de récupération. Les élèves sont par groupe et en fait, on va avoir une approche où au cours de la séquence, il y a 2 temps. Il va y avoir un temps de découverte avec les objets où justement, on va être sur de la création par la recherche d'idées et de propositions des élèves sur les objets, où en fait, c'est une période où on va susciter la divergence des élèves. Plus ils vont expérimenter sur l'objet, plus ils vont trouver des idées originales différentes que de s'asseoir simplement sur la chaise. Par exemple, lors de ces séances de découverte, on les fait tourner sur les objets et on prend des contraintes comme un chat perché avec des parties du corps différentes, avec un nombre d'appuis différents sur l'objet. Et pour nous, c'est ce qui suscite en fait différentes propositions et on va vers des propositions de plus en plus originales de nos élèves. Et suite à ces périodes de séances de découverte, d'équilibre sur les objets, on a aussi une période d'équilibre d'objets sur les élèves. Les groupes tirent au sort un objet pour toute leur séquence et ils vont devoir se spécialiser sur cet objet-là. Et on va avoir des contraintes justement pour les amener vers une originalité des propositions. Donc, comme je vous l'ai dit, on est axé sur les équilibres, déséquilibres. Donc, on a une évaluation avec une partie création sur les objets où on va demander aux élèves un équilibre coup de projecteur sur l'objet par personne du groupe, un équilibre coup de projecteur d'un objet sur soi en équilibre, un équilibre collectif sur les objets et un équilibre collectif. Tous les objets doivent être en équilibre sur nous, plus rien ne doit toucher le sol. En fait, c'est des contraintes qui permettent à la fois de cadrer les élèves, de rassurer aussi l'équipe qui se lance dans le cirque. Et on garde par contre une partie acrobatique pour les montages et démontages. En fait, les portées-colonnes et les portées-mains qu'ils travaillent en 4e en acrosport vont être utiles pour mettre les élèves sur les objets, pour démonter des figures et pour permettre d'aller aussi vers du plus aérien à des moments, mais au service des créations sur les objets. Les questions qu'on a soulevées avec l'équipe EPS, c'était par rapport au contrôle justement qu'avait l'enseignant dans les séances. On s'est heurté au problème de si justement j'ai peur d'être démunie, si les élèves ne me proposent rien dans un groupe, qu'est-ce que je fais? Voilà, on s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas des niveaux d'équilibre sur les objets? Et en fait, on était en train de retomber un peu dans ce côté gymnique rassurant, d'avoir des niveaux différents pour se rassurer.
Et donc, on avait besoin de support, mais on ne voulait pas tomber justement dans cette grille de niveau d'acquisition. On voulait que ce soit les élèves qui proposent et du coup, comment on pouvait être accompagnateur de leurs propositions pour les faire évoluer. On a du coup développé un accompagnement dans la démarche. En fait, on a la chance chez nous d'intervenir souvent en parallèle dans des demi-gymnases. Et donc, ça nous a permis en équipe en fait, de s'entraider entre profs. On partageait nos idées, on voyait fonctionner la classe d'à côté aussi. On a pris un temps pour aller s'observer les uns les autres, pour s'entraider et pour accepter justement de ne pas contrôler tout le contenu, mais de laisser les élèves proposer et rebondir sur leurs propositions. En étant des fois 2 profs dans une séance, ça aide à voir comment on pourrait rebondir. Et on met en place du coup un cadre sécuritaire en laissant la liberté aux élèves justement de proposer et d'inventer eux-mêmes sur leur objet. On a aussi proposé pour se rassurer des fiches de contraintes. On s'est appuyé notamment sur les programmes alternatifs du SNEP et sur les fiches d'EduSchool où il y a des listes de contraintes sur les équilibres qui peuvent être utilisés et sur lesquels, donc, avec lesquels on s'est aidé justement pour attaquer la séquence et pour permettre à l'équipe de voir un peu mieux comment attaquer le travail de détournement et de recherche sur les objets. Voilà pour notre expérience. Finalement, ce que j'aurais à partager, en fait, c'est que, à mon sens, on est tous capables de faire du cirque. Il faut juste, alors juste est un gros mot, mais il faut se lancer. En fait, il faut accepter de tâtonner et que ce soit pas tout cadré au début, mais qu'on puisse rebondir sur les propositions d'élèves. Il faut accepter aussi d'être surpris par les élèves parce que finalement, ils ont 10 fois plus d'idées que nous et des idées différentes. Et le fait de s'y mettre collectivement, en fait, ça rassure, ça donne confiance à tout le monde grâce à du partage de contenu, à des évaluations communes ou avec de la co-intervention. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le détournement d'objets, on a trouvé que c'était très riche, que le cirque, c'était une activité géniale parce que les élèves, justement, devenaient force de proposition et que, pas comme d'autres activités, justement, là, le prof, il devient accompagnateur et il soutient les propositions des élèves et c'est plus lui qui donne le contenu, mais il donne le contenu nécessaire pour, à partir des propositions d'élèves, en partant des élèves. Comme perspective, après, nous voilà ce qui a été dit avant par les intervenants précédents, c'est qu'il nous faudra encore pousser sur le côté expressif. Justement, on est sorti un peu du côté technique, acrobatique pur. On est dans la recherche, la création par la recherche sur des objets. Et on aimerait voilà, encore continuer cette démarche avec travailler le côté expressif des élèves, comme ça a été dit, sur les regards notamment, sur les déplacements, sur les postures. Finalement, on a constaté en équipe que le cirque, ça a amené une énorme cohésion de classe parce que ça permettait de travailler ensemble, de s'entraider. Ça développait aussi un regard bienveillant parce que tout le monde doit passer devant les autres, c'est destiné à être présenté. Et du coup, ça a développé un apprentissage de la bienveillance des élèves en regardant les autres, en ayant aussi de nouvelles idées grâce aux propositions des autres groupes. Et il y a aussi une cohésion des enseignants qui se crée parce que comme tout le monde débute et personne n'est spécialiste, on collectivement. Voilà, je vous remercie. Merci Clara. Alors pour continuer à réfléchir sur les freins et les difficultés, j'avais discuté avec Émilie Salamero qui a réalisé une thèse et qui a fait de nombreuses études sur ce sujet-là. Et je lui évoquais dans l'une des difficultés que je trouvais que les enseignants de PS, peut-être que c'était que mon cas, mais je pense que d'autres peuvent aussi le partager, avaient enseigné les activités artistiques, c'est finalement de se lancer dans une activité où on ne sait pas où on va arriver. Contrairement aux activités sportives où les techniques qu'on a enseignées sont stabilisées, identifiées, on sait où on va, on a quelque part c'est un peu plus sécurisant. L'activité artistique, c'est ce lancement dans un endroit où on espère que ça va donner quelque chose. Elle me disait justement dans son travail qu'elle a pu réaliser sur des professionnels des arts du cirque qu'elle retrouvait quelque part un peu ça résonnait avec un certain nombre d'éléments qu'elle avait pu tirer dans les écoles professionnelles de cirque. Alors, est-ce que vous pourriez justement revenir un petit peu, on pourrait caractériser cette tension par une tension, finalement le cirque est à la croisée entre l'art et le sport,
et vous avez pu écrire dans un article en 2013 les frontières entre le sport et l'art à l'épreuve des écoles professionnelles de cirque. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ce travail-là et nous dire finalement comment dans les écoles professionnelles cette tension se caractérise et qu'est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus de aujourd'hui les circassiens, comment ils résolvent cette tension-là? Oui, bonjour, merci pour cette introduction. Donc effectivement, la particularité du cirque et du cirque peut-être dit contemporain davantage, c'est d'essayer de tenir debout entre la virtuosité physique et la dimension créative et artistique. Et donc les interrogations finalement que vous, enseignants de PES, vous posez, en tout cas pour vos élèves et vis-à-vis du cirque, on peut le retrouver d'une certaine manière, bien entendu, c'est pas complètement superposable, mais dans les écoles professionnelles, donc qui vont former les futurs artistes de cirque dits contemporains. Donc moi, j'ai effectivement mené une thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2009, donc ça commence un petit peu à dater. Mais néanmoins, bon, voilà, il y a eu quelques évolutions depuis, mais en tout cas, on retrouve cette tension entre virtuosité physique et créativité dans les écoles professionnelles et aussi parfois voilà, dans la réception des spectacles et chez les artistes eux-mêmes. Donc cette tension finalement elle vient de la spécificité même du cirque, mais aussi de la manière dont le cirque contemporain il s'est construit via notamment, enfin en tout cas sur le support des écoles professionnelles donc qui forment les artistes de cirque aujourd'hui. Alors on peut devenir professionnel de cirque sans passer par les écoles, mais c'est quand même plus facile aujourd'hui et plus courant en tout cas de le faire. Alors, ce que je peux vous dire sur, en tout cas, la manière dont s'y prennent les écoles professionnelles à la lumière de mes travaux, c'est que premièrement, elles recrutent, et elles le faisaient davantage encore dans les années 2000, les aspirants artistes sur la base de compétences sportives, ce qui peut paraître paradoxal pour une activité, effectivement, qui s'inscrit plutôt dans le périmètre de l'art et du spectacle vivant. Donc, la question qui se pose, c'est voilà, comment on fait pour passer une performance sportive à une performance artistique, comment on conduit les jeunes au sein des parcours de formation pour passer de l'un à l'autre. Donc les parcours de formation complets, c'est-à-dire ceux pour les artistes qui vont aller jusqu'aux écoles supérieures, ça dure quand même 5 à 7 ans. Donc déjà, c'est pas du tout la même temporalité qu'un cycle d'EPS. Donc, alors, ces formations, elles sont organisées en étapes de formation. Et pour synthétiser, même si c'est un petit peu plus complexe et que ces étapes, elles se chevauchent, c'est plutôt à penser en termes du poids de tel apprentissage à tel moment de la formation. Bref, finalement, on peut en distinguer 3 grandes étapes. Celle où on va former une certaine motricité acrobatique. Donc là, c'est des cours qui sont très inspirés de la gymnastique sportive, même si elle est moins codifiée dans les écoles professionnelles que en gymnastique sportive. Et donc, avec de l'acrobatie au sol, du trampoline, de la préparation physique, etc., etc. Et donc, pour former un corps d'acrobate. D'accord? Et ça, c'est pour tout le monde. Et donc, durant les premiers mois de formation, voire des fois les 2 premières années, les apprentis artistes, ils sont formés corporellement à travers ces enseignements qui sont assez prégnants. Ensuite, on leur demande de se spécialiser dans une discipline, même s'ils viennent déjà avec un goût pour une certaine spécialité. Et donc, va démarrer là l'étape de spécialisation où il va y avoir un apprentissage d'une grammaire technique et aussi un travail de création de sa propre approche de l'agré, machinois, par exemple, acrobatie au sol, jonglerie, pourquoi pas. Donc, ce double travail à la fois d'acquisition d'une grammaire corporelle et de techniques corporelles spécifiques à un agrès, mais aussi un travail de recherche, on va dire, pour développer sa propre motricité sur un agrès. Et enfin, la dernière étape qui devient après prégnante dans les dernières années de formation, c'est celle de la formation artistique, où là, on va vraiment former les artistes à être sur scène, à interpréter un numéro et le plus souvent dans le cirque contemporain, à créer leur propre numéro, voire à composer un spectacle avec l'ensemble de la formation. Donc effectivement, ils cheminent progressivement vers cette dernière étape et il faut aussi rajouter que tout au long de les formations professionnelles, les apprentis artistes, ils sont nourris
par tout un tas de disciplines artistiques. Donc, c'est des formations qui sont quand même très pluridisciplinaires et donc ils apprennent le jeu d'acteur, ils font de la danse classique et contemporaine, ils apprennent un instrument de musique, etc., etc. Ils font des ateliers de marionnettes, pourquoi pas, de port du masque, etc., etc., selon des intervenants. Et aussi, lors de cette dernière étape de formation artistique, en tout cas, les écoles font souvent appel aussi à des metteurs en scène, metteurs en piste, chorégraphes, pour mettre en scène, par exemple, des spectacles de fin de formation. Donc voilà, les écoles professionnelles, elles s'appuient pour former en tout cas ces compétences artistiques sur différentes compétences, sur différents aussi formateurs qui ont des origines. Certains sont d'anciens athlètes de haut niveau, anciens champions olympiques qui vont intervenir sur les cours de base des premières années. Il y a des chorégraphes, il y a des metteurs en scène. Et donc, c'est l'apprenti artiste finalement qui va cheminer dans ce parcours avec des apports assez variés finalement, hétérogènes, qui va en faire sa propre synthèse ensuite sur son agrès, sur sa spécialité et lors de son numéro. Voilà un petit peu pour, en tout cas, vous expliquer comment ça se passe et comment on prend encore cette tension entre virtuosité corporelle et compétences artistiques au sein des écoles professionnelles. Merci, Émilie. Alors, je me tourne un petit peu vers Delphin et Clément. Du point de vue de la formation, on pourrait dire là d'élèves qui seraient en option cirque ou qui auraient en tout cas plus d'heures d'éducation physique et sportive ou qui aujourd'hui, dans le lycée, feraient un enseignement de spécialité cirque. Est-ce que vous retrouvez dans le curriculum finalement de formation de ces élèves-là, ou en STAPS par exemple, dans des élèves qui choisiraient vraiment ça comme spécialité, ces différents chapitres, ou on pourrait dire ces différents types de connaissances, est-ce qu'elles s'emboîtent de la même façon? Par exemple, on a bien entendu que la dimension artistique, elle me semble venir à la fin du curriculum d'apprentissage, dans ce que évoquait Émilie. Est-ce que vous retrouvez ça aussi, ou est-ce que pour des élèves en éducation physique et sportive, les ingrédients sont mis d'emblée, dès le départ? Alors, je ne sais pas, lequel des deux peut commencer, peut-être Delphin? Est-ce que tu veux bien? Pas de souci. Effectivement, par rapport à ce curriculum de l'artiste professionnel, à l'école et notamment au STAPS, nous, on a la chance à Dijon d'avoir une spécialité art du cirque qui est couplée avec une pratique FFSU de troupe. Donc, on a plutôt tendance à aller vers le développement des techniques sur la partie pratique de spécialité, et puis d'aller chercher tout de suite et en parallèle le côté artistique à travers un temps de pratique autour d'une troupe, enfin en tout cas de montage de spectacle, avec tout de suite ce projet d'aller donner la dimension artistique pour des spectateurs, de créer pour aller se proposer une dimension bien plus artistique. Et la difficulté quand on a peu de temps, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir coupler les deux, et du coup la nécessité avec des élèves qui n'ont pas beaucoup de temps, c'est une chance quand ils sont en spécialité, de faire augmenter le niveau dans ces deux domaines et de ne pas attendre la fin, ce qui a souvent été un peu un piège, d'attendre la fin d'une séquence pour dire il vous reste 2 séances, les enfants, construisez un petit numéro avec ce que vous avez et puis peut-être que ce sera artistiquement intéressant. Non, ça doit se construire au cours du cycle, ça doit se construire à chaque fin de situation. Tiens, c'est peut-être comment rendre ça intéressant, comment rendre ça artistique. On a travaillé aujourd'hui avec des balles, vous avez trouvé 4 manières de lancer la balle. Eh bien, on va prendre le temps de rendre ces 4 manières un peu plus artistiques en ajoutant des inducteurs, en le faisant ensemble, en le faisant sur une musique, en le faisant à répétition. Bref, ce sont tous ces inducteurs, un peu ce qu'expliquait Clément tout à l'heure, qui, à tous les cours, doivent être présents pour développer en parallèle du côté technique le côté artistique. Et je dirais même maintenant presque, il faudrait développer en parallèle de l'artistique le côté technique. C'est-à-dire que c'est presque encore plus intéressant quand on commence à travailler les techniques, quand on en a besoin, et qu'on n'essaye pas de plaquer les techniques dans l'artistique. Dans le processus de création, dans différentes définitions, on parle d'improvisation et de premier choix, et souvent on parle de renoncement à ce moment-là. Ça, c'est valable pour des artistes professionnels qui ont un tel panel, tellement de pièces du puzzle qu'ils doivent renoncer à certaines pour choisir les plus pertinentes. Nous, à l'école, et c'est souvent ce qui fait que ça ne marche pas artistiquement,
c'est quand un gamin il a très peu de pièces de puzzle, donc de techniques, on est un peu obligé de les poser. Et du coup, les poser les rend pas forcément pertinentes artistiquement. Et c'est là toute l'importance sur le côté artistique pour les enseignants de s'appuyer sur des outils qui fonctionnent en termes d'inducteurs, ce que proposait Clément tout à l'heure, ce que proposait Cédric Sévère et Perrine Grand-Clément, une petite appli là, qui permet de tirer au sort des inducteurs ou de s'appuyer sur des composantes, et de savoir que ces inducteurs-là vont tout de suite amener un agrément artistique et enrichir la technique. Mais par rapport à un cursus professionnel, je pense qu'à l'école, on doit développer vraiment les deux en parallèle, quoi. Donc ça, ce serait un peu le contre-pied, voire même partir à l'envers. C'est aussi ce qu'on fait, nous, dans nos pratiques un peu plus associatives, où parfois, ben, comme disait Clément, on peut inventer un agrès. Et cet agrès, il est beau avant d'être technique, puisque c'est qu'est-ce qui nous inspire artistiquement, et derrière, bah, comment on construit des techniques pour l'utiliser, comment on s'inspire d'autres techniques proches, d'autres agrès proches, etc., etc. Voilà, si j'ai répondu à ta question. Oui, je me propose de compléter un peu. Clément, pour toi, comment tu perçois les choses? Oui. Alors, cette question, elle est un peu centrale, hein, elle nous anime depuis le début. Il se trouve que ces questions qui se posent dans les écoles supérieures, hein, de cirque, hein, par lesquelles passent les artistes en devenir, ils se posent aussi beaucoup de questions. Et ils se tournent aussi vers les enseignants d'EPS parce qu'ils savent qu'on a énormément de pratiquants dans les collèges et dans les lycées, parfois dans des bacs spécialité cirque d'ailleurs, ou dans des UNSS. Et ils se posent cette question-là, parce que eux, évidemment, ils ont le temps. Ils ont le temps de former de la technique, d'accord, et aussi de former des créateurs. Et d'ailleurs, ils se posent la question de savoir s'ils font un diplôme d'artiste ou un diplôme d'interprète de cirque. Et il y a déjà un peu deux filières qu'on voit apparaître dans certaines écoles. Parfois, on forme un artiste, qui serait peut-être un artisan, pour devenir l'interprète d'un créateur. Et on peut former aussi, alors parfois c'est les mêmes personnes, hein, qui ont les deux rôles, mais parfois on forme aussi des gens à un cursus artistique. Et ce qui est important, et eux vont devenir les créateurs et aller chercher des interprètes pour appliquer un peu ce qu'ils auront créé. Ce qui est intéressant aussi dans cette formation artistique, on ne parle pas vraiment d'enseignement en art, on parle plutôt de formation, c'est qu'on fait traverser, alors dans le cas des écoles supérieures, à des gens qui ont décidé de devenir artistes, qui ont décidé d'en faire une carrière, qui ont beaucoup d'entrain pour ça, on leur propose de traverser plein d'expériences. Et c'est à la responsabilité de chacun d'aller chercher, d'aller se nourrir des éléments qu'on va trouver en musique, en littérature, en trampoline, etc. Nous, nos élèves, on n'est pas tout à fait dans ce cas-là, d'abord parce qu'on n'a pas le temps, et ensuite parce qu'ils n'ont pas toujours décidé. Mais il y a quand même une question qui est au milieu de tout ça, c'est que pour commencer à apprendre à créer des techniques, des gestes, des images, des intentions, on n'est pas obligé d'avoir appris toutes les techniques qui existent dans le cirque. D'abord parce que ce n'est pas possible. Donc l'idée, hein, c'est qu'on peut commencer à créer avec rien du tout. Hein. On peut commencer à créer sur la base de la marche. On a vu des spectacles de danse, mais de cirque aussi. Une roulade avant, ça suffit à créer un spectacle. Et je vous en parle parce que je l'ai vu chez les professionnels internationaux, un spectacle fait qu'avec la roulade avant. C'est ça le média qui se passe. Hein. Mais on peut en rendre quelque chose d'incroyable. Voilà, donc travaillons nos rôles. Parfois, on est créateur, parfois, on peut être interprète. C'est idéal quand on arrive à faire les deux en même temps. Mais voilà. Merci à tous les deux. Alors, Émilie, dans les personnes que tu as pu interviewer, hein, puisque tu as fait plusieurs rencontres de jeunes circassiens, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, tu faisais référence que certains venaient du sport, d'autres pas forcément. Moi j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu comment ça se joue ce parcours-là. C'est-à-dire,
ces circassiens, une fois qu'ils deviennent professionnels, est-ce qu'ils deviennent que circassiens, ne pratiquent plus aucune activité sportive? Est-ce qu'ils continuent à avoir une appétence pour l'exploit sportif? Comment la dimension artistique les transforme aussi, peut-être du point de vue de leur rapport à l'activité? Est-ce que tu as un peu des éléments sur les monographies que tu as pu étudier, puisque tu as fait une approche très ethnologique dans ta thèse? Oui, juste avant de répondre à ta question, Bruno, juste pour revenir sur les étapes que j'ai dégagées, c'est vraiment l'importance accordée à. Ça ne veut pas dire que les apprentissages devenir être interprète, quand on fait du jeu d'acteur, par exemple, dès le début de la formation, ça n'a pas lieu. Mais c'était juste pour repréciser par rapport aux deux autres interventions qui ont suivi. Donc après, je voulais juste apporter une précision aussi sur ce recrutement sportif. Pourquoi en fait les écoles de cirque professionnelles, elles ont recruté entre guillemets des jeunes qui ont un goût pour le cirque, hein, donc ils l'ont quand même testé. Ils ont testé ces arts du cirque en tout cas. Alors des fois très tard, tout simplement parce que c'est un domaine qui est historiquement récent. C'est un milieu en tout cas le cirque contemporain, qui s'est ouvert tardivement finalement à des aspirants qui ne sont pas des enfants de la balle, qui ne sont pas forcément issus des familles de cirque. Et donc voilà, tout l'espace des écoles amateurs et des écoles professionnelles, ça s'est construit finalement au cours des années 80. Donc, finalement, on n'a pas comme en danse ou, par exemple, en musique, où il y a des conservatoires qui permettent d'acquérir très tôt, par exemple, des techniques déjà. On n'avait pas cette structure-là dans les arts du cirque, et d'où, effectivement, le fait de recruter des jeunes qui ont un parcours sportif, et notamment acrobatique, gymnique, mais pas seulement, hein. Les sports de glisse, ils sont aussi, par exemple, dans les écoles, certaines écoles professionnelles, il y a plein de recherches corporelles, acrobatiques à partir des sports de glisse, bref. Donc, ils sont allés chercher, effectivement, voilà, ils ont puisé dans le secteur du sport, en tout cas, cette possibilité d'atteindre une virtuosité, une expertise corporelle. Bon, ça, c'est par rapport à cette précision. Donc, ça se tasse un petit peu aujourd'hui parce qu'il y a des écoles amateurs qui sont plus structurées et surtout, il y a des transitions, ce qui manquait beaucoup, des transitions entre écoles amateurs et écoles professionnelles aussi qui se sont faites avec des options, des bacs cirque et d'autres voies, en tout cas, qui permettent de basculer de l'une à l'autre voilà, entre écoles amatrices et écoles sportives. Donc, ça, c'est une première chose. Ça fait aussi que dans les écoles de cirque, on recrute moins de formateurs aujourd'hui qui sont issus du sport parce qu'on a aussi des artistes de cirque contemporains qui se reconvertissent et qui souhaitent devenir formateurs et qui souhaitent transmettre aussi. Donc voilà, ça évolue aussi, en tout cas, dans ce sens-là. Alors les artistes de cirque, quand ils rentrent en école professionnelle, ils sont aspirés par leur formation qui est assez dense. Et donc, pour opérer cette transition, on va dire, entre le sport et l'art dans un temps relativement court par rapport à d'autres domaines de l'expertise corporelle, hein, quand on parle voilà, du parcours de sportif de haut niveau, ça se passe pour certains dès l'âge de 4 ans, 5 ans. Et quand il y a des apprentis artistes de cirque qui découvrent le cirque à l'âge de 16 ans, ben voilà, ils ne viennent pas avec le même bagage. Donc, ils sont quand même plongés. Ils ont du mal, en tout cas en début de formation, à côtoyer d'autres personnes que leurs compagnons, camarades de formation. Ils ont du mal à faire autre chose que le cirque. Donc, grosso modo, ils mangent, ils pratiquent, ils dorment au cirque. Enfin, voilà, ça, c'est une étape un petit peu obligée quand même de l'apprentissage qui se passe dans un temps relativement court. Donc, dans un premier temps, ils tendent effectivement à abandonner un petit peu des autres pratiques de loisirs sur lesquelles ils peuvent revenir plus tard et qui peuvent aussi nourrir d'ailleurs leur pratique parfois au cours de leur parcours professionnel. Merci à tous les quatre, Clara, d'avoir partagé cette expérience professionnelle avec tes collègues et toi. À Clément et à Delphin aussi, hein, pour votre regard, votre pratique professionnelle. On mettra à disposition de nos collègues des supports, vu qu'aussi on a eu un certain nombre de problèmes techniques, ils pourront retrouver plus facilement
et prolonger un peu la réflexion, et puis peut-être ça pourra les encourager d'autant plus à se lancer ou à se perfectionner, parce que dans nos auditeurs, je suis sûr qu'il y a pas seulement des débutants. Alors, petite respiration dans notre soirée. On ne peut pas faire une soirée cirque sans voir des spectacles de cirque. La soirée, on l'a préparée notamment avec Bruno Armengol, qui est un de nos camarades de route depuis très longtemps sur les questions du cirque, mais qui n'avait pas pu se libérer ce soir. Et donc, on va regarder d'abord le teasing de l'un de ces spectacles, et puis on enchaînera avec aussi un petit montage d'un spectacle de collège, et nous en dira un peu plus de Paul Guéry, qui est professeur de PS aussi de l'Académie de Créteil, et où on discutera un petit peu spectacle et les conditions d'un spectacle, juste après cette respiration vidéo à partir de 2 spectacles. Il suffit de compter 3, 2, 1, lumière et la magie s'installe. Pas toujours. Et pourtant, parfois, il suffit de monter le son et d'obtenir le silence pour se croire dans l'univers de la création. Certains diront que pour un spectacle, il faut une salle, des lumières, pas nécessairement. Mais pour que des conditions, mais quand même, il y a que des conditions qui sont nécessaires. Un peu comme dans d'autres activités, l'espace, la qualité du matériel, mais est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'est pas important d'avoir un bon son, malgré tout? Le cirque peut-il se faire sans spectacle? Est-ce qu'il n'y a pas des conditions à créer, des petits trucs, des petits riens qui finalement changent tout du point de vue de la réalisation? Pour en discuter avec nous, Paul Guéry, professeur de PS Langevin Vallon à Rosny-sous-Bois. Alors, le cirque peut-il se faire sans spectacle? Merci Bruno. Pour faire une réponse courte, non. Le cirque ne peut pas se faire sans spectacle. Et oui, il y a des conditions pour mettre en scène. Donc, avant de développer, je vais juste me représenter rapidement. Moi, j'ai rencontré l'artistique à la fac avec la danse contemporaine et puis le cirque en arrivant en région parisienne. Et depuis, je me suis passionné pour le cirque. Donc, c'est vraiment une pratique personnelle qui se confond maintenant avec mon travail. Donc, entre loisir et travail, je ne sais pas trop. Et encore pire, depuis que je coordonne une section art du cirque avec son association sportive. Et donc là, les extraits que vous avez vus, c'est dans le cadre de l'AS et qui correspond aussi à un projet de prise en charge par les élèves des régies son et lumière que je vais développer un petit peu après. Donc le cirque ne peut pas se faire sans spectacle parce que le spectacle est la finalité du cirque comme un match l'est pour un sport co. Je ne vais pas développer plus longtemps, mais dans l'idée qu'une œuvre ou qu'un spectacle existe parce qu'il est vu, c'est la logique fondamentale de l'activité, il faut que ce soit vu. Mais quel type de spectacle? Donc, on a le spectacle classique qu'on connaît, qu'on va avoir un théâtre, qui soit frontal ou circulaire dans un chapiteau. On a dit que le contemporain était souvent autour d'un seul agrès et autour d'un thème où l'évocation est centrale. Il est très centré sur le message
ou une évocation à faire, comme par exemple le cirque Plume avec la dernière saison, pour citer un exemple. Et souvent, on va essayer de refaire ce spectacle-là, ce type de spectacle, parce que c'est une représentation commune. Un autre spectacle qui existe, c'est le spectacle traditionnel, avec une succession de numéros orchestrés par un monsieur loyal. On retrouve aussi ce format cabaret dans des différentes productions, qu'on peut voir dans les différents spectacles de cirque. Et c'est parfois ce résultat qu'on obtient quand on fait du cirque, puisque si on donne des numéros ou un ordre aléatoire aux élèves qui ont fait des thèmes différents, on se retrouve avec ça. Donc vous avez désormais une caution culturelle pour aligner des numéros, mais est-ce que c'était ça que vous vouliez faire? Ça, c'est une autre question. On a aussi les spectacles de rue, les festivals, où les spectateurs déambulent dans les rues pour voir des spectacles de rue. Les festivals de Chalon-sur-Saône, Avignon, Auch, Aurillac, Épinal, Verdun, La Courneuve. Il y a des productions d'élèves comme Yves Lecaux qui avait fait des productions de danse en extérieur. Donc nous, on peut aussi réfléchir à le faire. Un quatrième type de spectacle, ce sont les scènes ouvertes. Des écoles de cirque proposent actuellement des soirées où des élèves amateurs présentent un numéro en solo, duo, trio ou plus si affinité. Et on a aussi cette dynamique-là dans les collèges, par exemple avec Incroyable Talent. Nos élèves ont un incroyable talent. Et donc, c'est l'idée où les élèves peuvent monter sur une scène. Et c'est un vrai enjeu parce que ça crée une culture d'établissement, une culture où on monte sur scène, où c'est normal de se présenter. Et quand on parlait du nombre de séquences de PS dans le cursus scolaire, si je prends que le collège, est-ce qu'un élève va avoir une chance de monter sur scène, 2, 3, c'est déjà pas mal, mais si on rajoute une scène ouverte qui ne se réduit pas seulement au cirque, mais à la danse, au théâtre, à la voix, à la musique, c'est une vraie culture artistique qu'on peut créer dans un collège. Et dernier outil au couteau suisse des spectacles, la vidéo, le clip. Alors ça remet en cause le présentiel, mais ça on commence à être habitué. Et ça permet aussi d'apprivoiser son image. Pour des classes où c'est difficile de se présenter ou d'avoir un public que je vais développer juste après, le rapport à l'image, il est utile. Enfin, passer par l'image est utile parce qu'il faut passer un cap, c'est se montrer. Et ça, c'est un vrai cap, en particulier à l'adolescence, mais ça, je ne vais pas développer. Donc, différents types de spectacles qu'on a vus. Donc, déjà, dans le choix qu'on peut faire, ça ne va pas orienter votre séquence ou le travail d'équipe dans la même direction, et notamment en fonction des spectateurs. Les spectateurs peuvent être dans le collège, donc même dans la classe, c'est facile à réaliser. Un groupe présente aux autres de la classe. On peut considérer que c'est un public, mais c'est peu stimulant parce qu'on se connaît, qu'on ne se regarde plus trop, qu'on a déjà vu 3 fois le même numéro, mais on ne va pas se faire du mal, c'est déjà un public, il faut déjà se présenter devant les autres de sa classe. On peut donc envisager les élèves d'une autre classe. Des cours alignés permettent de présenter un spectacle à l'autre classe et réciproquement. On peut l'envisager à une semaine de décalage. Pourquoi pas? Mais la réciprocité est importante, comme l'avait souligné Clara par exemple, puisque on va se montrer, mais aussi regarder les autres. On peut partir encore plus loin où on va banaliser une demi-journée pour tout un niveau, et là, c'est toutes les classes d'un niveau qui vont montrer leur spectacle. Et donc, par rapport à des conditions techniques, on peut aussi envisager où chaque classe est représentée par 1, 2 ou 3 groupes, parce qu'on ne va pas faire une compétition, puisque je rappelle que l'objectif, c'est d'évoquer quelque chose, de s'exprimer, et donc c'est juste regarder ce qu'ont fait les autres. On rajoute aussi les adultes du collège, administration personnelle, un spectacle est fédérateur, il permet de réunir des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de se croiser pour passer généralement un bon moment. Les spectateurs peuvent être également hors du collège, et donc pourquoi pas les parents? En fin de journée, les parents peuvent venir voir le spectacle de classe. C'est une occasion de venir au collège pour autre chose que les réunions traditionnelles. Et même chose, l'idée d'un spectacle fédérateur va permettre aux parents de venir au collège, en tout cas pour une bonne occasion. Les rencontres interétablissements, comme l'AS le propose,
on ne va pas s'en priver, tout comme pour n'importe quel APSA, on peut faire des rencontres intercollèges. Au fur et à mesure, on peut envisager ces types de rencontres, parce que on parlait de partager des expériences, en voilà une. Et un petit cadeau pour la liaison école-collège avec des élèves de primaire. Pourquoi se priver de cet échange intergénérationnel? Pour les collégiens, en tout cas, ils doivent assurer et assumer leur rôle de grand. Et pour les primaires, ils voient ce qu'ils feront quand ils sont au collège. Et ça permet déjà de se projeter. Et l'idée de créer une culture d'établissement, c'est un autre levier. Donc, pour résumer, il faut déjà choisir son type de spectacle, parce qu'on a le choix, ses spectateurs, parce qu'on a le choix, et combien de spectacles dans la scolarité, parce que le nombre de fois où on va répéter ça va permettre d'attendre ou d'avoir des ambitions de plus en plus élevées sur le cursus. Ce qu'il faut vraiment retenir pour moi, c'est qu'il faut qu'il soit possible de monter sur scène et de pouvoir s'exprimer pour que c'est un sens pour les élèves. C'est parce que je peux jouer avec mes copains sur le terrain de basket d'à côté que j'ai envie de jouer au basket. C'est parce que je peux monter sur une scène que je vais avoir envie de me montrer. Ça ne s'adresse pas forcément à tous les élèves, mais c'est important de le proposer aux élèves qui ont des choses à exprimer, parce que même si tout le monde a quelque chose à exprimer, certains, c'est vraiment en eux, et il faut, pour moi, qu'ils aient l'occasion de le présenter. Donc, parmi ces spectacles, moi, on a pu voir des extraits, et donc, je vais revenir sur ce que je fais, et de l'intérêt que ça a pour les élèves, et ne pas être seulement sur les manques en me disant « Ah, j'aurais pu faire ça, mais voilà ce que je pourrais encore faire avec des années », parce que le temps aide à construire au fur et à mesure, avec un travail d'équipe et les rencontres qu'on fait, parce que selon l'équipe avec laquelle on travaille, on peut avoir des ambitions démesurées, et selon les élèves, parce qu'effectivement, de quelle façon est-ce qu'ils vont se saisir des propositions, comment ils vont rebondir sur les spectacles qui ont été vus. Voilà. Donc, la réponse courte à quelles conditions, c'est on fait avec ce qu'on a et c'est très bien. On fait et c'est déjà très bien. Après, si on met des bonnes conditions, les meilleurs top du top, on va dans une salle de spectacle. Et là, le projet qu'on va avoir, ça va être par exemple de faire un partenariat avec la salle de théâtre qui est à côté ou pas, mais on va pouvoir vraiment faire un partenariat pour, par exemple, faire une soirée où les élèves vont présenter Incroyable Talent, vont présenter le spectacle d'AS, la chorale. C'est une soirée du collège où le cadre, ça vaut vraiment le coup de faire déplacer un public nombreux et de créer une vraie occasion. Parce qu'effectivement, si une œuvre devient une œuvre en étant exposée dans un musée, faire une performance dans un théâtre, ça devient un vrai spectacle comme on l'entend peut-être dans le sens classique. Mais quelles sont les conditions pour faire un spectacle à la maison, c'est-à-dire dans notre gymnase? Vous pourrez noter que moi je suis dans des salles de technologie récurées, mais vous n'avez peut-être vu que du feu. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a. J'ai résumé en différents points les conditions avec le numéro 1, la scène. La scène, on va délimiter un espace. Quel va être cet espace? Est-ce que c'est un espace frontal? Est-ce que c'est un espace circulaire? Est-ce qu'on est sur le côté traditionnel du cirque ou le côté plus facile du théâtre? Ben, moi, généralement, je prends le spectacle frontal parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. Ça veut dire que le public va être en face que d'un seul côté, ou parfois en arc de cercle. Même chose, on va délimiter l'espace public. Est-ce qu'on met des chaises, des bancs, des tapis? Rien, juste 4 plots. Voilà, on peut aussi faire deux scènes parce que ça permet à un groupe de s'installer et dès que le groupe a terminé, on enchaîne à côté avec un autre groupe. Pendant ce temps, vous devinez, l'autre groupe va se placer à la place et ça permet d'enchaîner beaucoup de spectacles très efficaces en AS. Je pourrais rajouter un décor. Et la question c'est pourquoi faire un décor, ça va être pour renforcer le propos. Pourquoi venir avec une affiche? Pourquoi rajouter des choses dans le fond? Si ça ne sert pas le propos, bah, c'est beaucoup d'énergie dépensée pour rien dans une perspective artistique. On pourrait mettre des rideaux,
et des coulisses. Est-ce qu'on a une coulisse, deux coulisses de chaque côté? Même chose, ça va permettre de faire la transition entre les numéros. Et là, ça dépend des moyens que l'on peut avoir. On a sur scène, c'est super, mais maintenant, on va faire des numéros. Même chose, on a évoqué les agrès. Quels agrès on va prendre? Est-ce qu'on prend des agrès de cirque ou des agrès du quotidien que l'on va détourner? Ça ne va pas conditionner votre spectacle de la même façon. On ne va pas impacter le spectateur de la même façon si on prend des objets traditionnels de cirque ou si on détourne des objets du quotidien. Je ne vais pas développer parce qu'on peut aussi avoir un thème commun pour tout le spectacle ou avoir des thèmes individuels pour chaque groupe. Même chose, est-ce qu'on va s'appuyer sur une œuvre circassienne? On a parlé de Gravity, on a parlé du cirque Plume. Est-ce qu'on prend un extrait d'un cirque contemporain et on va s'inspirer dessus, on va faire un travail autour? Très bonne idée. J'apprécie aussi le travail interdisciplinaire, par exemple, avec en ce moment mes troisièmes, je prends La Ferme des animaux qu'ils travaillent et j'ai pris des extraits que je vais essayer de mettre en mouvement. C'est pas du théâtre, c'est pas du mime, mais voilà comment je m'appuie sur une œuvre. Mon rêve, ce serait d'arriver à faire les deux, d'utiliser et du cirque et une œuvre, mais j'ai encore des progrès à faire. Quand je fais mon spectacle, je parle de numéros de groupe, mais aussi j'apprécie de faire des numéros de classe ou de collectif complet. J'en fais un au début et un à la fin. Double avantage, ça permet de commencer avec tout le monde et de se mettre dans le bain et de se dire « Ah, ça y est, on commence et tout le monde commence » et d'être concentré pour le dernier numéro et d'avoir vraiment un spectacle collectif. Donc là, c'est moi qui le mets en scène généralement et ça permet d'insérer des techniques, de cadrer, de donner des contraintes et de les laisser s'exprimer plus librement dans leur numéro de groupe. Je pourrais rajouter un travail sur les costumes, parce que ça permet de rentrer dans un personnage, à minima de rentrer dans un rôle sur scène, mais avec mes élèves, c'est encore un peu compliqué de se mobiliser. Du coup, j'ai récupéré une garde-robe incroyable où on a fait un marché, un jour de marché où ils ont choisi leurs costumes pour créer les numéros actuels. Voilà, on passe par différents chemins, on cherche un peu. Tous ces numéros vont être ordonnés. Il faut donc connaître son ordre de passage pour les élèves et je m'appuie sur le rôle de Monsieur Loyal, de présentateur, parce que j'ai pris cette année le thème, le cabaret, le format cabaret. Ils ont chacun fait un thème différent et là ils ont fait un travail où ils ont lié, ils ont fusionné leur histoire pour faire tout ça. Donc, comme je rajoute, j'ai choisi un Monsieur Loyal cette année dans le spectacle, 3 élèves qui discutent, qui vont présenter les numéros pour pouvoir faire tout ça. Je vais m'arrêter là, mais voilà, il y a encore plein de choses qu'on pourrait développer, etc., etc. Merci. Bon, merci à tous. On arrive à la fin de cette soirée. Il y a pas manqué d'avoir un certain nombre de soucis techniques tout au long de la soirée. Nous partagerons sur notre page sur le PS un certain nombre de documents qu'on a partagés ce soir. Vous allez pouvoir continuer à prendre cette soirée-là, notamment Clément Dumest a aussi un site internet que vous allez retrouver. Sur son site, Cirquevolution, en tapant pas son nom, je pense sur Google, vous le retrouvez, mais on le mettra aussi de toute façon dans l'envoi que nous réaliserons. Et il a proposé une certain nombre de vidéos, et puis même des petites vidéos aussi qu'il a fait pour ses élèves. On verra s'il peut les partager sur notre site, qui sont intéressantes sur comment on peut entrer en piste. Alors, merci à Clara et aussi à Paul de ce partage-là. Je vous invite, pour ceux qui voudraient prolonger sur Cairn Info, vous savez, en tapant Émilie Salamero, vous tomberez sur son article. Et puis, sans doute, Émilie, on te réinvitera sur la question du yoga, puisque tu as travaillé sur l'enseignement du yoga en éducation physique et sportive, et que c'est sans doute un sujet qu'il faudra qu'on aborde dans une prochaine soirée de l'éducation physique et sportive. Alors, pour finir cette soirée-là, on voudrait présenter 2 spectacles. On a essayé de montrer en début de soirée, mais je ne suis pas sûr que tout le monde les ait eus. Alors, finissons avec du cirque, puisque c'est une soirée cirque, avec un clin d'œil. On partage sur nos réseaux sociaux
sur Facebook. On vous invite à regarder après la soirée le petit teasing réalisé par les acrobatistes, une association qui a co-créé ou créé Delphin. Et je vous invite vivement à regarder. Et sans aucun doute, un certain nombre de collègues vont prendre le train pour aller dans la région de Dijon pour aller voir ce spectacle-là avec plaisir. Pour finir la soirée, création réalisée à l'Université de Bourgogne. Merci encore à tous et à tous et vraiment désolé des problèmes techniques. Merci à nos techniciens qui ont su garder le sang-froid et la tête froide dans une grande tempête.
dire quoi EPS? Étudiant de physique sportive. Physique sportive.